On va faire un petit exercice. Est-ce que vous pouvez tous, ce soir, fermer les yeux et prendre une grande respiration? Vous êtes en 1960, en Uruguay, dans la banlieue de Montevideo, et à côté de vous, il y a un petit enfant qui s'appelle Juan et qui a 14 ans. Vous pouvez rouvrir les yeux. Quand les militaires rentrent chez Juan et réquisitionnent son vélo, il est effondré. Pour lui, le vélo, c'était son seul symbole de liberté. Sur sa selle, il oubliait la dictature, l'oppression et la délation. Maintenant, il n'a plus d'échappatoire. Et il veut lutter pour défendre son territoire. Juan n'a alors que 14 ans quand il rejoint la Révolution, prenant part à des opérations de sabotage parfois violentes. Mais à l'âge de 20 ans, il doit fuir et part au Brésil. Là, il refait sa vie et devient pilote d'avion. Un jour, dans le cockpit, il a une idée de génie. Il imagine une chaussure qui pourrait rouler. Juan invente la première chaussure à roulettes. Plus tard, il inventera un jeu avec lequel vous avez tous déjà probablement joué, une sorte de grand ressort qui descend les escaliers tout seul. Avec ses inventions, Juan fait le tour du monde et devient millionnaire. Mais rassurez-vous, l'histoire ne s'arrête pas là. Saint-Exupéry disait que les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Juan, devenu grand, n'a pas oublié le petit enfant qu'il était et se met en tête de créer un vélo à son image. Il y mettra 20 ans de sa vie, toute son énergie et toute sa fortune pour réaliser ce vélo. Maintenant, regardez bien ce vélo, parce que ce n'est pas un simple vélo. Dans les favelas brésiliennes, un homme a récupéré 200 bouteilles en plastique dans les poubelles. Elles ont ensuite été broyées, fondues et moulées pour en faire ce cadre. Un cadre dont on peut changer la taille des roues, de manière à ce qu'on ait 10 ans ou 25 ans, on puisse garder le même vélo. Un cadre garanti à vie, qui, produit à une grande échelle, coûterait seulement 20 €. Regardez bien ce vélo, parce que ce n'est pas un simple vélo, c'est l'héritage d'une philosophie, la philosophie du moins mais mieux, la philosophie de la sobriété heureuse. Quand j'ai rencontré Juan, dans son petit atelier d'artiste à Sao Paulo, j'ai compris que vivre avec moins, c'est vivre plus léger et être plus heureux. Mesdames et messieurs, bonsoir, je m'appelle Mathieu Wittfoot, et l'an dernier, Juan était la dernière rencontre lors de mon tour du monde en vélo. Pendant 1 an, avec mon cousin Quentin Wittfoot, on est parti dans 5 continents, pédaler 18 000 km pour rencontrer et transmettre les solutions les plus innovantes face aux déchets plastiques. Maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi, tous les deux, on a décidé de consacrer notre quotidien à cette cause. D'abord, on a compris qu'on vivait dans une économie linéaire. En gros, pour produire 7 zapettes ou pour produire un gobelet en plastique, d'abord on extrait de la matière première. On la transforme, on l'utilise, quelques secondes pour un gobelet par exemple, et on la jette. Ce qui pose 2 problèmes. D'un côté, on a de moins en moins de ressources, de l'autre, on a de plus en plus de déchets. Est-ce que vous savez combien de tonnes de déchets finissent dans les océans chaque minute? Réfléchissez à un petit chiffre dans votre tête, c'est 18 tonnes. 18 tonnes, c'est l'équivalent en poids de 250 personnes à peu près. Ça veut dire qu'en 2 minutes, on remplit cette salle, en une après-midi, on remplit le Stade de France, et d'après des scientifiques du CNRS, déjà aujourd'hui, entre la Corse et la Toscane, il y a plus de plastique que de plancton. Maintenant, quand on a appris qu'il existait un autre modèle qui alliait économie et écologie, alors là, on était passionnés. C'est un modèle qui s'inspire de la nature. Dans la nature, en gros, il n'y a pas de déchets, il y a une utilisation efficace, efficiente des ressources. Ce modèle s'appelle l'économie circulaire, et je vais vous donner quelques exemples. Juillet 2017. Un vendredi matin, on s'élance, pas très loin d'ici, de Guyancourt, pour notre tour du monde. On commence par longer l'Atlantique en vélo, et on arrive après quelques jours à Santander, en Espagne, pour notre première rencontre, Frederica Bertocchini. On arrive chez elle, trempée, après une journée sans la pluie. Je peux vous dire, c'était un moment fort parce que ça nous faisait complètement bizarre. Frederica, c'est une chercheuse italienne, connue dans le monde entier. Elle est passée sur la BBC, elle est passée sur CNN. Et elle nous accueille comme si on la connaissait.
Frederica, c'est une chercheuse italienne, je l'ai dit, mais c'est aussi une passionnée d'apiculture. Et un jour, quand elle va chercher ses ruches, elle voit dans ces ruches des larves blanches qui rongent les alvéoles. Alors, ces alvéoles, il s'avère qu'elles ont une composition proche de celle du plastique. Elle amène donc les larves dans son laboratoire et observe qu'au moment de faire leur cocon, ces larves arrivent à biodégrader le plastique en quelques semaines. Alors tout de suite, moi je me suis dit, wow, est-ce que cette larve, ce ne serait pas le Zidane de l'environnement? Est-ce que ce n'est pas lui qui va nous dribbler tous ces déchets plastiques? Frederica nous rappelle qu'on vit dans un écosystème et que bien sûr, mettre des larves partout perturberait cet écosystème naturel. Son projet, c'est de répliquer, de trouver l'embryon capable de biodégrader le plastique et de le répliquer en fait à grande échelle. Et moi, ce qui m'a vraiment inspiré chez Frederica, c'est que les réponses aux problèmes qu'on crée, elle les trouve et elle les cherche dans la nature. Décembre 2017. Après avoir pédalé 2000 km en Europe, on s'envole pour remonter l'Afrique de l'Est en vélo. Et là, on dort sous des baobabs géants au Mozambique, on traverse des parcs naturels en Tanzanie et on arrive à la frontière du Rwanda. Alors, à la frontière, il y a les douaniers qui cherchent dans nos sacs si on a des armes, des drogues ou des sacs plastiques. En effet, le Rwanda était un des premiers pays au monde à bannir les sacs plastiques 10 ans avant la France. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils utilisent à la place? Ils utilisent des anciennes copies d'étudiants qui sont pliées comme des origamis, et donc on peut trouver un 6/20 dans lequel on va mettre son oignon ou sa pomme. Moi, ce que je me souvenais du Rwanda, et assez tristement, c'était le génocide de 1994. Mais j'étais surpris, pendant les premiers kilomètres, de voir des collines verdoyantes, des paysages magnifiques, surtout des villes propres. À Kigali, surtout la capitale. En gros, Kigali, il faut l'imaginer, c'est la propreté de Singapour, l'effervescence de Marrakech et le relief de San Francisco. En 20 ans, le Rwanda est devenu le pays le plus propre d'Afrique, notamment parce que son président, Paul Kagame, a su lui donner une vision environnementale et a su respecter sa vision. Et c'est peut-être ça, finalement, qui les rend innovants. C'est peut-être ça qui m'a marqué, moi. C'est la capacité d'avoir une vision et à œuvrer collectivement pour y répondre à ce rêve. Avril 2018. On est à Jakarta, en Indonésie. Ici, 9 plastiques sur 10 finissent directement dans les océans. Mais David, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et il aimerait créer un emballage qui pourrait lui retourner dans l'océan. C'est pour ça qu'il a créé la start-up Evoware. Et à votre avis, cet emballage que j'ai ici, que j'ai ramené d'Indonésie, il est fait à partir de quoi? Je vais vous donner 3 indices. Le premier, je crois que j'ai entendu, mais je vais quand même donner les 3 indices pour les autres. Le premier, c'est que sa production permet de capter du CO2, donc il lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième, c'est qu'il est entièrement soluble dans l'eau, donc on n'a pas le problème des déchets plastiques. Et le troisième, c'est qu'il permet à des pêcheurs de sortir de la précarité. C'est bien des algues, pour ceux qui avaient encore un petit doute. Donc David, il travaille avec des pêcheurs locaux pour cultiver ces algues, les récupérer, les stocker, les sécher, les compresser, les compacter, les couper et en faire l'emballage qui est devant vous, que j'avais dans ma main. Et donc c'est marrant, on était à Jakarta, et là on boit notre thé par exemple, on met le sachet avec l'emballage du sachet de thé, et puis on peut boire le sachet. Ou bien imaginez, vous vous lavez les mains, tranquille, et puis là, l'emballage du savon se dissout dans l'eau. Pour la petite histoire, David, il est passé en 3 ans de vendeur au McDo à speaker au World Economic Forum. Bon, mais ce qui m'a intéressé, moi, chez David, ce qui m'a inspiré vraiment, c'est qu'il a su voir dans l'héritage d'un problème l'opportunité d'une évolution. L'héritage du problème des déchets plastiques, l'opportunité de voir une solution. C'est ça qui m'a marqué. Maintenant, on est en juillet 2018, je rentre de mon tour du monde avec en tête la phrase de Juan Musi. Vous savez, Juan Musi, l'inventeur du vélo dont je parlais au début, le vrai voyage commence quand il se termine. Qu'est-ce que j'allais faire, moi, après avoir vécu tout ce tour du monde et vécu toutes ces rencontres? J'ai rejoint une équipe de passionnés et ensemble on fédère un réseau de 400 startups de l'économie circulaire.
Et toutes les semaines, on forme des futurs dirigeants à ce nouveau modèle et on co-crée des projets entre des multinationales et des startups. Des gens comme Juan, Frederica et David, j'ai eu la chance d'en rencontrer des centaines. Et tous, un jour, se sont posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de laisser à mes enfants? Et ce n'est pas moi, ici, ce soir, qui vais vous dire ce que vous devez changer dans votre quotidien. Parce que pour moi, toutes les solutions techniques, elles existent. J'en ai donné quelques exemples, mais toutes les solutions, pour moi, elles existent. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre en place? Qu'est-ce que vous êtes prêts à changer dans votre quotidien, dans votre consommation, dans votre vote, à travers toutes les actions que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Car une chose est sûre. Une chose est sûre. Si nous continuons comme nous avançons, quand j'aurai l'âge de mes parents, nous serons 10 milliards sur Terre. Quand j'aurai l'âge de mes parents, l'homme sera l'animal mortifère. Quand j'aurai l'âge de mes parents, mes enfants connaîtront l'enfer. L'enfer d'un océan de plastique, l'enfer de guerre climatique, l'affaire de quelques sceptiques. Alors je les regarderai dans les yeux et je leur dirai qu'on n'a rien fait pour eux. Aux larmes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, car le changement, si on ne le prend pas par la main, il nous prendra par la gorge. Des solutions, le monde en regorge. Dès aujourd'hui, construisons notre demain. C'est l'histoire d'un millionnaire uruguayen qui nous apprend que vivre avec moins, c'est être plus heureux. C'est l'histoire d'une chercheuse italienne qui trouve ses réponses dans la nature. C'est l'histoire d'un leader africain qui reverdit un pays. C'est l'histoire d'un jeune Indonésien qui innove pour évoluer. Alors ce soir, demain matin, l'année prochaine, faisons de ces apprentissages notre héritage, qui, tel des bagages, voyage à travers les âges. Il y a 5 siècles, Rabelais écrivait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. De ces ruines, ravivons la flamme. Et retenez ce message, messieurs et mesdames, faisons de notre âme notre sésame. » Amis, spectatrices, amis spectateurs, j'arrive à la fin de mon quart d'heure, mais j'ai, avant de vous quitter, une dernière question à vous poser. Dans ce monde que nous souhaitons meilleur, quel sera votre rôle en tant qu'acteur? Merci.